Au cours de plus de 2000 ans de Chine impériale, une seule femme a ouvertement utilisé le titre le plus élevé du pays. Elle n'a pas été appelée reine et elle n'a pas simplement gouverné en tant qu'épouse ou mère d'un empereur. Au lieu de cela, elle s'est déclarée elle-même empereur de Chine. Son nom était Wu Zetian. Elle est morte il y a plus de 1300 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, les avis sur elle restent partagés. Pour certains, elle était une dirigeante intelligente et compétente qui s'est opposée à un système contrôlé par les hommes. Pour d'autres, c'était une femme cruelle, prête à éliminer même sa propre famille pour obtenir et conserver le pouvoir. Pendant de nombreux siècles, c'est son image la plus sombre qui a été racontée à maintes reprises. Elle a été décrite comme avide de pouvoir, manipulatrice et sans pitié. Il y a d'anciens chroniqueurs qui l'ont accusée d'avoir tué son propre enfant. Mais il y a un gros problème avec ces récits. Beaucoup des récits sur Wu Zetian ont été écrits par des historiens qui ont vécu après son époque. La plupart d'entre eux faisaient partie d'un système qui croyait que seuls les hommes devaient régner en tant qu'empereurs. Dans la tradition de la Chine ancienne, l'empereur était considéré comme le fils du ciel, l'homme ayant la permission du ciel de régner. C'est pourquoi lorsqu'une femme a revendiqué ce titre, elle n'a pas seulement pris le trône, elle a aussi remis en question une croyance de longue date sur la place de la femme dans le gouvernement et la société. À cause de cela, il est difficile de savoir quelles histoires à son sujet sont vraies et lesquelles ont été inventées pour ternir son nom. Ce qui est clair, c'est que Wu Zetian n'était pas une femme ordinaire qui est soudainement arrivée au pouvoir. Allons découvrir davantage son histoire. Elle est née en 624 dans une famille riche. Son père était un fonctionnaire du gouvernement et un commerçant prospère qui a soutenu la fondation de la dynastie Tang. Comme sa famille a été aisée, elle a pu apprendre à lire, à écrire et à étudier l'histoire, la politique et la littérature. Ce n'était pas une opportunité courante pour de nombreuses femmes à cette époque. À l'âge de 14 ans, elle a été choisie pour entrer au palais impérial en tant que concubine de Baran de l'empereur Taizong. Une concubine est une femme qui vit au palais et qui peut être la compagne de l'empereur. Mais toutes les concubines ne sont pas proches de lui. Chacune d'elles a un rang bien défini. Et beaucoup se battent pour attirer l'attention. Le palais impérial est immense. Il est rempli d'officiels, de gardes, de serviteurs, des épouses et des concubines de l'empereur. Dans un tel endroit, la beauté ne suffit pas. Il faut savoir traiter avec les gens, comprendre la politique et éviter les ennemis. Un seul mot de travers peut ruiner ta position. Au début, Wu n'a reçu qu'un rang modeste. Il n'y a pas non plus de preuves solides qu'elle ait été la favorite de l'empereur Taizong. Mais pendant qu'elle était au palais, elle a vu comment fonctionnait le gouvernement le plus puissant d'Asie de l'Est. Elle a appris comment l'empereur choisissait les fonctionnaires, comment les décrets étaient élaborés et comment les grandes familles se disputèrent l'influence. Lorsque l'empereur Taizong est mort en 649, on s'attendait à ce que la vie de Wu au palais prenne également fin. Selon la tradition, les concubines sans enfants du défunt empereur étaient envoyées dans un couvent bouddhiste. Là, elles se rasèrent la tête pour vivre comme des nonnes et ne retournaient généralement plus à la cour impériale, et Wu y fut également envoyée. Mais elle n'y resta pas longtemps. Elle retourna au palais sous le règne du nouvel empereur, Gaozong, le fils de Taizong. Tous les détails sur la façon dont cela s'est produit ne sont pas clairs. Selon les récits historiques, il est impossible qu'ils aient déjà eu une relation avant la mort de Taizong. Il est également possible qu'elle ait été ramenée au palais dans le cadre de la rivalité entre l'épouse et la concubine préférée de Gaozong. Quelle que soit la véritable raison, c'est ici que son ascension rapide a commencé. Elle a gagné la confiance de l'empereur Gaozong et, peu à peu, son rang s'est élevé. Ils ont eu des enfants et sa position au sein du palais est devenue plus forte. En 655, Gaozong a destitué l'impératrice Wang et a nommé Wu comme nouvelle impératrice. En même temps, une autre de ses rivales, la concubine Xiao, a également perdu le pouvoir. C'est ici que commencent certaines des histoires les plus cruelles sur Wu. Selon les chroniqueurs ultérieurs, la fille nouveau-née de Wu est morte et elle a accusé l'impératrice Wang d'en être responsable. Certains historiens disent que Wu elle-même a tué l'enfant pour nuire à sa rivale. Mais il n'y a aucune preuve directe sur la façon dont le bébé est réellement mort. En effet, les récits accusant Wu n'ont été écrits qu'après les événements. Et cela a peut-être été influencé par la politique et la forte opposition à une femme dirigeante. On raconte aussi que les mains et pieds de l'impératrice Wang et de la concubine Xiao auraient été coupés avant d'être placés dans un récipient d'alcool.
Il est possible que Wu ait effectivement fait tuer ses rivales. La politique à la cour impériale était cruelle, et de nombreux empereurs ont commis des meurtres similaires. Mais le détail le plus choquant de l'histoire est difficile à prouver avec certitude. Ce qui est plus certain, c'est qu'elle a réussi à éliminer ceux qui faisaient un obstacle à son ascension. Et lorsqu'elle est devenue impératrice, elle n'est pas restée silencieuse derrière son mari. Elle est intervenue activement dans le gouvernement. Elle lisait les rapports, assistait aux réunions et conseillait l'empereur. Gaozong tombait souvent malade. À mesure que son état s'aggravait, de plus en plus de responsabilités revenaient à Wu. Il y avait des moments où ils se présentaient ensemble devant les officiels. On les appelait même les deux sages parce qu'ils partageaient tous deux le pouvoir. Lorsque Gaozong est mort en 683, Wu est devenue impératrice douairière. Cela signifie qu'elle était la mère du nouvel empereur, et elle pouvait gouverner en tant que régente tant que son fils n'était pas encore prêt. Mais elle n'a jamais permis à ses enfants qu'elle avait placés sur le trône d'avoir une véritable liberté. L'un de ses enfants a été démis après seulement une courte période parce qu'il aurait essayé de prendre ses propres décisions. Il a été remplacé par un autre enfant plus facile à contrôler. Elle avait aussi un autre fils, Lixian, qui avait été prince héritier. Il a été accusé de trahison, exilé, puis finalement forcé au suicide. Il n'est pas clair cependant si c'est Wu qui a ordonné sa mort. Mais cet événement montre qu'elle était prête à placer le pouvoir de l'État avant sa propre famille. En 690, Wu mit fin à son règne derrière le trône. Elle destitua son fils et se déclara elle-même empereur. Et elle remplaça la dynastie Tang par sa propre dynastie Zhou. Mais cela ne dura pas longtemps non plus. Son acte a gravement enfreint le système traditionnel. Pour la première fois, une femme ne se contentait pas de contrôler l'empereur. Au lieu de cela, elle était elle-même l'empereur. Elle avait plus de 60 ans lorsqu'elle a pris le titre. Mais elle détenait déjà le véritable pouvoir bien avant cela. Au total, elle a été une force majeure au sein du gouvernement pendant près d'un demi-siècle. En tant qu'impératrice, impératrice douairière, régente et plus tard empereur, elle a utilisé des méthodes sévères contre ses adversaires. Elle disposait d'une police secrète et encourageait les gens à dénoncer les fonctionnaires soupçonnés d'être contre elle. De nombreux ennemis réels ou présumés ont fait l'objet d'enquêtes, ont été exilés ou exécutés. Il n'est donc pas juste non plus de la décrire simplement comme une innocente victime d'une histoire erronée. Certains aspects de son règne ont été particulièrement cruels, mais a-t-elle vraiment été plus cruelle que beaucoup d'empereurs ? Ou sa cruauté a-t-elle été plus remarquée parce qu'elle était une femme ? Au cours des siècles suivants, ses actions en tant que dirigeante ont été presque éclipsées par des récits de meurtres et de trahisons. Mais un autre type de preuve commence peu à peu à émerger de la terre. Autour de l'ancienne capitale Tang, Chang'an, qui fait aujourd'hui partie de la ville moderne de Xi'an, de nombreuses tombes anciennes ont été découvertes. À l'intérieur de celles-ci, les archéologues ont trouvé des fresques, des vêtements, des bijoux, des figurines en poterie et des pierres tombales gravées. Ils montrent comment les gens vivaient, quel travail faisaient-ils, comment s'habillaient-ils, et quelle était leur position dans la société. Il y a des figurines de musiciens, de serviteurs, de commerçants, de soldats, de nobles et d'étrangers venus en Chine par les vastes routes commerciales. Elle montre que Chang'an était une ville riche et internationale. Il y avait des personnes venant d'Asie centrale et d'autres régions qui apportaient des produits, de la musique, de la mode et de nouvelles idées. Mais il y a autre chose qui les rend remarquables. Sur certaines œuvres funéraires de la période Tang, on peut voir des femmes à cheval, jouant à des sports et portant des vêtements généralement associés aux hommes ou aux étrangers venus d'Asie centrale. Cela ne veut pas dire que l'égalité entre les femmes et les hommes a été immédiatement atteinte, les hommes contrôlant toujours l'essentiel du gouvernement et de la vie familiale. Les femmes riches et nobles jouissaient également de plus de liberté que les citoyennes ordinaires. Mais les preuves montrent que certaines femmes, pendant la période Tang, avaient plus de liberté d'action que ce que nous pensions. Elles avaient une plus grande présence dans la vie publique, la mode, le divertissement et certains aspects de la cour. Les vêtements et les figurines ne peuvent pas prouver que Wu était la seule raison de tous ces changements. Certains avaient déjà commencé avant qu'elle ne devienne empereur. Mais le fait d'avoir une femme au poste le plus élevé a peut-être donné plus d'espace aux femmes qui voulaient dépasser les anciennes limites. L'histoire s'est encore enrichie lorsque les archéologues ont découvert des objets qui, jusque-là, n'étaient connus que par les anciens textes. L'un de ces objets est une somptueuse couronne de phénix datant de la période Tang. Le phénix est un symbole longtemps associé aux femmes de la famille impériale.
La couronne est composée d'or, de décorations métalliques et de nombreuses petites pierres précieuses et perles. Ce n'est pas un simple bijou. Elle montre la richesse, le savoir-faire des artisans et la haute position de la femme qui la possède. Pendant de nombreux siècles, les historiens ne faisaient que lire à propos de ce genre de couronne. Aujourd'hui, il existe un véritable objet à examiner. Et à mesure que de plus en plus de preuves sont découvertes, il devient de plus en plus clair que l'ancienne image de Wu Zetian comme une femme simplement cruelle et avide n'est pas suffisante. Cela n'efface pas les nombreuses personnes qui sont mortes sous son règne. Mais cela montre que son histoire est bien plus vaste que les crimes qui lui ont été attribués. Pour comprendre quel a vraiment été son impact sur la Chine, nous devons examiner non seulement ce que ses adversaires ont écrit, mais aussi les traces laissées par son époque elle-même. La couronne du phénix, retrouvée dans la tombe de Li Kui, n'est pas seulement un ornement précieux. C'est aussi une preuve évidente de la richesse et de l'étendue des connexions de la Chine des Tang avec le reste du monde. Elle est fabriquée avec une grande minutie. Les artisans ont utilisé de fines feuilles, de petits fils, de minuscules grains d'or, des perles, de la nacre, du verre et des pierres colorées. Quand on regarde l'ensemble, cela ressemble à un oiseau avec la queue déployée. L'origine des matériaux est encore plus importante. Il y a des pierres et des décorations qui proviennent probablement d'Asie centrale, d'Inde, d'Iran et des régions de l'océan Indien. Cela signifie que certains éléments de cette couronne ont voyagé sur des milliers de kilomètres avant d'arriver à Chang'an. Li Kui vient d'une branche éloignée de la famille royale Tang. Il était mort quelques décennies après l'époque de Wu Zetian. Ainsi, la couronne n'est pas une preuve directe du règne personnel de Wu. Mais cela montre le type de société riche, artistique et connectée à d'autres pays qui s'est développée pendant la période Tang. Lorsque sa tombe a été ouverte, elle n'avait pas été touchée par des voleurs. On y a même retrouvé les bijoux qui étaient autrefois attachés à ses cheveux. Les spécialistes ont soigneusement réassemblé les petits morceaux un par un pour reconstituer la coiffe. Li lui tenait aussi un verre à soie en jade. Ce verre est essentiel car il produit la soie, l'un des biens les plus précieux de Chine. La soie sert aux vêtements comme cadeau aux dirigeants et pour le commerce. Elle a une très grande valeur car elle est légère, belle et difficile à produire. Elle est échangée contre chevaux, verres, pierres précieuses, épices, métal, médicaments et d'autres produits venus de l'extérieur de la Chine. C'est ainsi que Chang'an est devenue importante, pas seulement comme capitale politique. C'était aussi un grand centre commercial où se rencontraient les produits, les personnes, les religions et les idées venant de différentes parties de l'Asie. La route de la soie n'était pas une seule route. C'était un vaste réseau de routes reliant la Chine, l'Asie centrale, l'Inde, la Perse, le Moyen-Orient et l'Europe. Sur ces routes circulaient aussi des marchands, moines, diplomates, artisans, musiciens et érudits, pas seulement des produits. Ils apportaient leur nourriture, musique, vêtements, croyances et technologies, faisant de Chang'an l'une des plus grandes villes, et la ville la plus internationale de son époque. Sur ces marchés, on pouvait acheter de la soie locale et de la poterie. Avec du verre importé, des épices, des pierres précieuses, de l'orfèvrerie et de la nourriture venant de contrées lointaines. Ces liens apparaissent aussi dans les fresques montrant des envoyés étrangers à la cour impériale. Il est souvent difficile d'identifier précisément l'origine de chaque personne représentée. Mais il est clair que de nombreuses délégations étrangères se rendèrent à la cour des Tang pour le commerce, la diplomatie, les cadeaux ou des accords militaires. Pour Wu Zetian, la diplomatie était importante. Elle n'hésitait pas à recourir à la force militaire, mais elle a aussi utilisé des ambassadeurs, des accords, des tribus et des relations avec les États voisins. En 692, ces forces ont repris la position stratégique importante des Tang dans le bassin du Tarim. C'est important parce que cette région est traversée par des routes reliant la Chine et l'Asie centrale. Lorsque le gouvernement contrôle les oasis, les routes et les postes militaires, il est plus facile de protéger les caravanes. Cela n'a pas rendu la route de la soie totalement sûre. Le danger causé par les bandits, les guerres, les rébellions locales et le climat extrême persistait. Mais la présence renforcée des Tang a aidé à maintenir le commerce et les communications. À Chang'an, il y avait 2 marchés principaux. Le marché de l'Est était plus proche des officiels et des familles riches, tandis que celui de l'Ouest était réputé pour les marchands étrangers et produits importés. On y achetait nourriture, tissus, métaux, médicaments, cuir et fournitures d'écriture. On y trouvait entrepôts, canaux, ponts et routes pour charrettes. Les archéologues ont même trouvé des traces de roues sur le sol. Le gouvernement surveillait également de près les prix, les mesures, les horaires d'ouverture et l'ordre dans le marché.
Grâce à la route de la soie, le raisin, le sésame, les épices, la verrerie, les pierres précieuses et les instruments de musique sont arrivés en Chine. Ainsi, cela n'a pas seulement enrichi le trésor impérial, cela a aussi transformé la nourriture, la mode, la musique, l'art, la religion et la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas Wu Hushan qui a commencé la route de la soie. Elle existait déjà bien avant sa naissance. Mais pendant son règne, le gouvernement a maintenu et renforcé cette route importante pour le commerce, la diplomatie et la sécurité. Avec l'arrivée des richesses dans la capitale, la cour impériale a également utilisé l'architecture pour montrer sa puissance. L'un des plus grands symboles de cela est le palais d'Aming. Ce n'est pas Wu qui l'a fait construire en premier. Sa construction a commencé sous le règne de l'empereur Taizong et a été agrandie sous l'empereur Gaozong. En 663, la cour impériale s'y est installée. Comme Wu participait déjà activement au gouvernement, cet endroit est devenu un lieu important dans sa vie politique. Le complexe immense regroupait de grandes cours, salles cérémonielles, bureaux, résidences, jardins et espaces de sport et divertissement. La porte d'Anfang est la grande entrée sud. Elle a été conçue haute et large afin que quiconque y entre ressente immédiatement la puissance de l'empereur. Il fallait encore traverser de vastes espaces ouverts avant d'atteindre les salles principales. Le message était simple, un individu est insignifiant face à l'Empire. L'un des bâtiments les plus importants là-bas est la salle Hanyuan, où se déroulaient les grandes cérémonies et la réception des envoyés étrangers. Il y a aussi la salle Lindi, utilisée pour les banquets, les réunions diplomatiques et les réceptions, ainsi que pour les représentations de musique et de danse. Ce n'est pas seulement une démonstration de prestige, c'est une stratégie politique. En voyant la splendeur du palais et la richesse de la cour, les invités perçoivent encore plus la Chine des Tang comme centre du pouvoir. Il est également plus facile d'encourager d'autres États à commercer, à envoyer des tribus ou à éviter les conflits. Le palais d'Aming n'est pas non plus une simple demeure de l'empereur. Ici sont débattues les lois, impôts, campagnes militaires, nominations, relations étrangères et approvisionnement en nourriture. C'est aussi ici que parviennent les nouvelles des provinces éloignées et des frontières. À l'intérieur du complexe, on peut voir les deux visages du règne de Wu Zetian. D'un côté, il y a un contrôle strict et de la peur envers les ennemis politiques. De l'autre côté, il y a un gouvernement connecté à d'autres pays qui profite du commerce, accueille les cultures étrangères et est capable de maintenir un immense centre de pouvoir. Cela ne veut pas dire que chaque région de la Chine était riche et paisible, mais il est clair que son époque n'a pas apporté que des malheurs. Les bijoux découverts, les matériaux importés, les marchés, les fresques murales et les fondations de palais révèlent une réalité bien plus complexe. La Chine à l'époque de Wu Zetian était un empire puissant, riche et international. Et elle a utilisé le commerce, la diplomatie, l'armée et l'architecture pour montrer qu'elle était véritablement au centre du pouvoir. Le palais d'Aming n'était pas seulement immense, leur emplacement était également unique. L'ancien palais impérial se trouvait au centre de la partie nord de Chang'an, conformément à la disposition traditionnelle de la capitale. Mais le palais d'Aming a été construit à l'extérieur de l'ancienne muraille de la ville. Pour Wu Zetian, cela devint le nouveau centre de son pouvoir. C'est ici qu'elle pouvait laisser derrière elle son image d'ancienne concubine de rang inférieur et se présenter comme la véritable dirigeante d'un empire puissant. Mais Wu savait qu'un grand palais ne suffisait pas. Elle avait aussi besoin du soutien des citoyens ordinaires. L'un de ses atouts les plus puissants était le bouddhisme. Beaucoup de Chinois à cette époque suivaient cette religion. De plus, le bouddhisme était plus ouvert à l'idée qu'une femme puisse avoir une grande autorité spirituelle et politique que le système confucéen traditionnel. Wu a utilisé les enseignements bouddhistes pour montrer que son règne avait la bénédiction du ciel. Elle a soutenu la construction et la restauration de temples, de pagodes et de statues. La reproduction et la traduction des textes sacrés bouddhistes. L'un des bâtiments associés à elle est la grande pagode de l'Oie sauvage à Chang'an. Elle a été construite pour la première fois en 652 afin d'abriter les écritures bouddhistes rapportées d'Inde par le moine Xuanzang. Lorsque la première structure a été détruite, elle a été reconstruite sous le règne de Wu Zetian. Elle a été rendue plus haute et plus impressionnante afin d'être visible depuis les parties éloignées de la ville. Sa hauteur exacte n'est pas certaine, mais il est clair qu'elle en faisait partie. C'était l'un des plus grands bâtiments bouddhistes de son époque. La connexion de Wu avec les grottes de Longmen à Luoyang est plus évidente. Le site abrite des milliers de figures bouddhistes sculptées dans les grottes et sur la montagne.
La plus grande, le Bouddha Vairocana, dépasse 17 mètres de haut. Le Bouddha Vairocana représente la lumière et le pouvoir qui s'étendent à travers le monde entier. Wu a apporté un soutien considérable à la construction de ce monument. Il existe une croyance de longue date selon laquelle le visage de la statue aurait été inspiré par celui de Wu Zetian. Mais il n'existe pas encore de preuves suffisantes pour le confirmer. Ce qui est certain, c'est qu'elle a utilisé ce projet pour associer son règne au pouvoir et à la sagesse du bouddhisme. La religion n'est pas la seule raison pour laquelle elle est restée au pouvoir. Wu comprenait aussi qu'il était difficile de diriger un pays lorsque le peuple et les soldats avaient nos faim. À l'intérieur de Luoyang, le gouvernement utilisait de grands greniers pour stocker les céréales apportées d'autres régions par les rivières et les canaux. Les céréales étaient stockées dans de grandes fosses profondes, soigneusement recouvertes pour empêcher l'eau, l'air, les rats et les insectes d'y entrer. Cette réserve pouvait être utilisée pour les salaires et la nourriture des fonctionnaires et des soldats. Elle pouvait également être distribuée en cas de mauvaise récolte, de hausse des prix ou de catastrophe. Wu n'était pas le premier dirigeant à utiliser les greniers d'État. Ce système faisait partie du gouvernement chinois depuis longtemps. Mais sous son règne, Luoyang était importante en tant que centre politique et de ravitaillement. Les grands entrepôts de nourriture ont aidé à soutenir la capitale, l'armée et le gouvernement en cas de besoin. Ils ne pouvaient pas non plus compter entièrement sur les anciennes familles aristocratiques. Beaucoup d'entre elles s'opposaient à une femme empereur. C'est pourquoi Wu a élargi la recherche de fonctionnaires compétents en dehors de l'élite traditionnelle. Il a accordé plus d'importance aux examens impériaux et aux compétences personnelles. Grâce à cela, davantage d'hommes instruits, issus de familles sans lien fort avec la cour, ont eu la possibilité d'entrer dans l'administration. Le système n'était pas ouvert à tous. Il fallait toujours de l'argent et de l'éducation pour se préparer à l'examen. Mais cela a aidé à réduire le contrôle de certaines puissantes familles et a permis à Wu de former un nouveau groupe de fonctionnaires qui dépendaient plus directement de lui. Il y avait aussi des femmes qui ont eu une grande influence à sa cour. La plus connue était Shangguan Wan'er. Son père et son grand-père ont été punis après s'être opposés à Wu. Shangguan a grandi comme servante au palais, mais on a remarqué son talent pour l'écriture, la littérature et les affaires gouvernementales. Au sommet de sa puissance, des femmes aussi se sont opposées à Jiangguan. Ainsi, elle a survécu. Survivre aux ordres impériaux. Elle a joué un rôle important dans la politique de la cour. C'est pourquoi les écrivains modernes l'appellent une première ministre. Mais ce n'était pas son titre officiel. Il serait plus exact de dire qu'elle était une conseillère puissante, une écrivaine et une fonctionnaire du palais ayant un accès direct aux dirigeants suprêmes. Son ascension montre que Wu était prêt à utiliser le talent, même s'il venait d'une femme ou d'une famille qui lui était autrefois ennemie. Mais cela ne signifie pas que toutes les femmes étaient égales. Certaines femmes étaient un peu plus libres sous les Tang pour l'habillement, les affaires, les voyages, le mariage et la vie publique qu'à d'autres époques. Mais la majorité du gouvernement, des biens et de la famille restait sous le contrôle des hommes. Il est plus sûr de dire que la présence de Wu et de femmes comme Shangguan Wan'er a élargi le rôle visible des femmes à la cour. Après l'époque de Wu, les dirigeants suivants ont tenté de rétablir l'ancien contrôle masculin. La tombe de Shangguan Wan'er a été découverte en 2013. Une partie de celle-ci a été délibérément détruite, mais on ne sait pas exactement qui a donné l'ordre, ni quand la destruction a eu lieu. Son épitaphe montre que sa vie était plus compliquée que ce que racontent les anciennes histoires. Elle n'était pas simplement soumise à Wu ou à d'autres dirigeants. Elle avait aussi sa propre position politique et aurait tenté à plusieurs reprises d'empêcher les luttes dangereuses pour le pouvoir. Cependant, les succès de Wu ne peuvent pas effacer les aspects sanglants de son règne. Elle a utilisé des informateurs, une police secrète, des enquêtes, des exils et des exécutions contre ses ennemis présumés. De nombreux membres de la famille royale et de l'aristocratie sont morts lors des conflits politiques sous son règne. Il existe également des histoires qui la relient à la mort de sa petite-fille, la princesse Yongtai. Selon certains anciens livres d'histoire, la princesse, son mari et un membre de sa fratrie ont été punis après avoir critiqué les proches favoris de Wu. Cependant, l'épitaphe de la princesse évoque une autre cause. Elle aurait pu mourir d'une grossesse difficile, ou à l'accouchement, il n'est donc pas certain qu'elle ait été empoisonnée sur ordre de Wu. Les sources anciennes se contredisent et il n'y a pas assez de preuves pour confirmer l'assassinat. C'est la partie la plus difficile de l'analyse de Wu Zetian. Il n'est pas juste d'accepter immédiatement chaque histoire cruelle à son sujet, mais il n'est pas non plus juste de la présenter uniquement comme une innocente victime de l'histoire. Elle a vraiment eu recours à la violence pour protéger sa position. Beaucoup d'empereurs ont fait de même.
Mais cela ne rend pas ces actes acceptables pour autant. En vieillissant, la cour est devenue encore plus chaotique. Les frères Zhang Yiji et Zhang Changzong, proches de Wu, ont eu une grande influence. Beaucoup d'officiels pensaient qu'ils utilisaient leurs relations avec l'empereur vieillissant pour contrôler les nominations et les décisions du gouvernement. Pendant ce temps, la rivalité se poursuivait entre les partisans de la dynastie Zhou de Wu et ceux qui voulaient restaurer la famille royale Tang. Des preuves montrent aussi que le pardon spirituel comptait beaucoup pour lui. En 700, il fit fabriquer une petite tablette en or et l'envoya au mont Song, l'une des montagnes sacrées de Chine. Il y était inscrit une demande de pardon pour ses péchés. La tablette a été retrouvée par un agriculteur plus de 1200 ans plus tard. C'est le seul objet personnel connu de Wu Zeshan qui ait été retrouvé avec une inscription claire le mentionnant directement. Nous ne savons pas s'il était vraiment repentant ou si cela faisait partie d'une cérémonie religieuse publique, mais il est clair qu'il voulait montrer qu'il se voyait ainsi. En tant qu'homme avec des péchés, il avait besoin d'être pardonné. Alors que son corps s'affaiblissait, ses ennemis devenaient de plus en plus puissants. En 705, un groupe de hauts fonctionnaires et de généraux est entré dans le palais. Ils ont tué les frères Jiang et ont forcé Wu à rendre le trône à son fils Zhongzong. Elle a officiellement abdiqué. Ce n'était pas une abdication totalement volontaire. Cela s'est produit après qu'elle ait perdu la capacité d'empêcher le coup d'État. Elle avait alors plus de 80 ans. Quelques mois plus tard, elle est décédée. La dynastie Tang a été restaurée et Wu a été enterré avec son mari, l'empereur Gaozong, dans le mausolée de Qianling. Le complexe du mausolée est vaste et construit autour d'une montagne. Sur le chemin menant à la tombe, il y a des statues de soldats, d'officiers, d'animaux et d'envoyés étrangers. Ces sous-statues montrent l'étendue des relations et de l'influence de l'Empire qu'ils ont autrefois dirigé. Il y a là-bas un objet qui est devenu le symbole le plus célèbre de Wu Zetian, un grand monument de pierre sans aucune inscription officielle de louange sur sa façade. On l'appelle la stèle sans inscription. Différentes explications existent sur pourquoi elle avait été laissée vierge. Peut-être pensait-elle que les mots ne suffisaient même pas à décrire ses réalisations. Il se peut aussi qu'elle ait laissé à la génération suivante le soin de la juger. Il est également possible que sa famille n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur la façon de décrire une femme qui a pris le titre d'empereur et a temporairement remplacé la dynastie Tang. Nous ne savons pas vraiment quelle est la véritable raison, mais le silence du monument lui convient parfaitement. Wu Zetian n'est pas une héroïne ordinaire, ni une simple méchante. C'était une politicienne habile qui a utilisé la religion, le commerce, l'approvisionnement alimentaire, la réforme gouvernementale, la propagande et le pouvoir militaire pour renforcer l'Empire. Elle a donné une chance aux personnes talentueuses qui ne faisaient pas partie des familles les plus puissantes. Elle va également montrer qu'une femme pouvait diriger dans un système conçu pour les hommes. Mais en même temps, elle a utilisé la peur et la violence contre ceux qui pouvaient lui faire obstacle. Plus de 1300 ans après sa mort, son monument reste toujours vierge. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à raconter sur elle, mais parce qu'il y a trop de vérités contradictoires dans sa vie pour les résumer en un seul jugement.